Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette webconférence sectorielle du monde informatique. J'ai le plaisir de co-animer cette édition avec Célia. Bonjour Célia. Bonjour Jacques. Alors cette webconférence sectorielle consacrée au secteur public, nous allons la placer sous l'angle de la terre d'innovation, en tout cas travailler sur les startups et les différents projets d'incubation au sein de différentes strates du secteur public. Tout d'abord les collectivités territoriales. Nous aurons le témoignage pour cela de la mairie de Mulhouse et de la métropole Rouen-Normandie. Puis nous regarderons aussi au niveau étatique à travers la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, où on fera un focus à la fois sur les startups d'État, donc le côté incubateur, et puis sur un projet en particulier qui s'appelle CHAP de la messagerie. Une matinée riche en témoignages, et pour cela je vous propose tout de suite de passer à notre première invitée, la ville de Mulhouse. Et nous retrouvons dès à présent Marie Ottinger, adjointe au maire de la ville de Mulhouse. Marie Ottinger, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu votre fonction et le périmètre justement de votre travail au sein de la mairie? Alors moi, je suis adjointe au maire à la ville de Mulhouse en charge du numérique et de l'innovation. Donc en fait, le spectre de mon intervention, il est assez large puisqu'il s'articule autour de 3 grands axes. Une dimension d'accompagnement des habitants à travers des actions d'inclusion numérique, une dimension évidemment d'innovation avec le développement de services numériques tels que des plateformes, des applications, etc. Et enfin, une dimension nouvelle qui est celle d'un numérique durable et plus éco-responsable, donc agir via le numérique pour plus de sobriété. Et ce qui guide à Mulhouse, en tout cas, ces 3 axes, et ce qui est notre fil conducteur, c'est d'être avant tout dans une démarche au service des habitants et de ne pas être dans ce tout numérique finalement, d'être vraiment dans le numérique au service d'un besoin identifié par les habitants. Alors on sait que la ville de Mulhouse travaille actuellement sur un projet de jumeaux numériques pour un site en friche proche de la gare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse du projet ? Oui, alors avant d'être finalement un projet purement numérique, c'est surtout un grand projet urbain. Donc c'est la reconversion d'un site industriel qui est donc DMC, Dollfuss Mig et compagnie, qui est une entreprise textile qui date du XVIIIe siècle et qui a fait l'âge d'or de notre ville. Et aujourd'hui, c'est un lieu assez incroyable et remarquable pour vous expliquer le contexte, puisqu'il totalise 13 hectares en plein centre de la ville. Donc c'est au-delà de l'enjeu numérique, c'est d'abord un enjeu pour nous urbain, d'en faire un quartier du futur dans lequel se mêlent finalement autant les critères de transition énergétique que de sobriété foncière, que de gestion de l'eau, de la biodiversité, etc. Et dans ce cadre-là, dans cette volonté de créer un nouveau quartier de ville avec une ambition programmatique forte, on a été amené à candidater à un appel à manifestation d'intérêt, donc qui a été porté par la Banque des Territoires. Donc cette candidature, on l'a formulée avec l'entreprise EDF notamment, autour de 4 grands défis qui sont ceux de la sobriété, de la résilience, de l'inclusion et de la productivité. Et dans notre dossier candidature, il y avait un certain nombre d'études, notamment de consommation énergétique, de programmation, etc. Et c'est dans cette réponse-là que nous avons intégré une étude autour de l'expérimentation de ce jumeau numérique en lien, je le disais, avec EDF. Voilà. C'est dans ce cadre-là et dans ce contexte urbain fort qu'on va encore plus loin dans l'innovation à travers ce travail autour du jumeau numérique. Pour revenir sur une partie plus concrète justement sur ce jumeau numérique, j'allais dire en quoi ça consiste. Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est un travail sur une élaboration d'une maquette, d'un prototype? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'expérimentation? Ouais. Alors en fait, l'ambition qu'on porte, c'est vraiment de construire une sorte d'outil à la fois intelligent et interactif. Et moi, je préfère presque parler plutôt de plateforme collaborative urbaine que de jumeaux numériques, parce que finalement, la volonté qui est la nôtre, c'est de mettre en commun les données de tous les acteurs du site. Donc, si on devait schématiser ce jumeau numérique, il serait composé en fait de 3 couches, d'une certaine manière.
une couche de terrain qui est la donnée brute qu'on collecte à travers un certain nombre de capteurs. Je parlais transition énergétique, qu'on peut imaginer de capter des données autour de la température extérieure, des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur, du nombre de places de stationnement, etc. Que l'ensemble de ces données diverses soient collectées via ce jumeau, via une sorte de couche de convergence, et que cette donnée collectée, au final, puisse être utilisée à travers des applicatifs qui, pour le coup, sont hyper concrets, tels que la mise en commun de salles et la gestion de locaux disponibles dans ce site, par exemple, la gestion de places de stationnement, etc. Et à côté de ça, ce qu'on porte comme deuxième ambition, au-delà de cette collecte de données, ces applicatifs via le jumeau numérique, c'est finalement d'en faire une modélisation aussi sur la maquette 3D qu'on a au sein de la collectivité pour lui donner une dimension vraiment encore plus interactive. Vous avez évoqué le fait de travailler avec EDF. EDF intervient dans quel domaine en tout cas, et avec quels moyens? Alors, EDF, c'est vraiment le partenaire central, hein. C'est le partenaire principal qui nous accompagne dans la construction de ce jumeau. Donc, c'est la cheville ouvrière de finalement ce jumeau, de cette couche de convergence dont je parlais avant, en lien évidemment avec la Banque des Territoires, hein, puisque ce sont eux qui ont lancé cet appel à manifestation d'intérêt. On est également accompagné par l'agence régionale Grand Innov de la région Grand Est. Donc ça, c'est tout le travail partenarial un peu du quotidien. Et à côté de ça, pour être dans une dimension très pratico-pratique, eh ben, on s'entoure d'un certain nombre d'acteurs tels que Motoko, qui est l'acteur culturel du site DMC, l'université également, les instances participatives du quartier. Donc ça, c'est vraiment les acteurs à la fois partenaires du quotidien et partenaires du site. Et au-delà de ça, on a la chance d'être à Mulhouse sur une ville frontalière. Et donc, c'est une expérimentation qui dépasse les murs de Mulhouse, puisqu'on travaille de concert avec nos voisins frontaliers à Fribourg en Allemagne et à Bâle en Suisse, où vraiment on fait un partage d'expérience sur l'avancement de cette expérimentation et une collaboration en commun autour de cet outil innovant. Vous oubliez un autre acteur qui est la mairie. En interne, ça a mobilisé combien de personnes? Est-ce qu'il y a à la fois les élus, puis les métiers aussi, je suppose? Oui, ouais, absolument. C'est double dimension dans la dimension mairie, si je peux le dire comme ça, puisque c'est finalement un outil qui en appelle vraiment à la transversalité. On a d'abord une équipe très resserrée d'élus qui sont en charge de plusieurs thématiques autour de la reconversion de ce site. Donc, on a des adjoints divers et variés à l'urbanisme, à la nature, aux mobilités, à la culture, à la participation. Et moi-même. Et à côté de ça, effectivement, se rajoutent tous les acteurs agents de la collectivité. Donc, on dénombre à peu près une dizaine de collaborateurs, à la fois chefs de projet, SIV, services informatiques, agences de participation citoyenne, puisque c'est une grande dimension pour nous. Donc, c'est vraiment un melting pot de plusieurs compétences au bénéfice de ce projet. Vous aviez commencé à évoquer les cas d'usage, les différents cas d'usage identifiés via le jumeau numérique. Je pense notamment à la gestion de l'énergie du quartier ou alors au vivre ensemble. Vous aviez aussi parlé d'une zone culturelle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? En fait, ce que vous venez d'énoncer, c'est finalement les trois axes, les trois thématiques qu'on retient dans les applicatifs qu'on aimerait arriver à sortir de ce jumeau. On a d'abord cette dimension environnementale, hein, vous l'avez dit. Une des questions centrales, c'est comment ce jumeau numérique peut nous faciliter la gestion de l'énergie, notamment à l'échelle de ce quartier et spécifiquement à l'échelle de certains bâtiments. 13 hectares, vous l'imaginez, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, l'enjeu environnemental, il est immense en plein centre-ville. Donc l'idée, c'est que ce jumeau nous facilite la vie et nous permette d'optimiser cette gestion énergétique du quartier. Après, DMC, ce n'est pas que du bâtiment, il y a aussi toute une dimension, peut-être vous en avez déjà entendu parler, autour de la culture avec un acteur central qui est Motoko. Et aujourd'hui, eux, ils ont identifié un certain nombre de besoins pour finalement renforcer cet écosystème culturel
naturel au sein du quartier DMC. Et la question qu'on pose, et on est aujourd'hui convaincu que le jumeau peut être une réponse, c'est dans quelle mesure ce jumeau peut les accompagner dans le renforcement de cet écosystème, notamment le développement d'un pôle d'art visuel spécifique à DMC, avec la gestion des espaces, la mutualisation des services, des équipements. Et un dernier sujet qui est un peu, on dirait au bac, sujet libre, c'est de finalement laisser un sujet ouvert aux habitants pour que eux se saisissent de cette thématique qui est complexe, certes, mais qui doit répondre avant tout à leurs besoins à eux et permettre aux habitants de venir renforcer l'usage de ce jumeau numérique et qui viennent aussi être finalement un facilitateur de lien social. Et justement, quand on parle des habitants, comment est-ce que vous comptez les inclure dans le projet? Alors ça, c'est le grand challenge du moment, puisqu'en fait, on le sait, hein, on a vu des expérimentations ailleurs dans le monde autour de jumeaux numériques. Si on n'obtient pas l'adhésion du plus grand nombre, clairement, les projets de cette nature tombent à l'eau. Donc, nous, on a fait le choix de pousser l'innovation encore plus loin en montant toute une concertation autour de ce jumeau numérique, parce que pour nous, c'est vraiment une des conditions de réussite de ce projet. Donc, jumeau numérique, c'est une thématique qui est complexe, technique. Donc pour nous, le choix qu'on a fait, et l'Agence de la participation citoyenne nous accompagne beaucoup, c'est de démarrer ce travail avec des associations mulhousiennes qui ont été sensibilisées pendant l'été au sujet du jumeau numérique et qui ont manifesté des besoins auxquels le jumeau peut répondre. Et c'est sur cette base qu'on va lancer une concertation là, courant du mois d'octobre, où les associations vont venir finalement pitcher leurs projets. Et lors d'une soirée de lancement, les habitants qui participeront vont pouvoir voter et choisir le projet que eux retiennent parce qu'ils considèrent que c'est celui qui répond le plus à leurs besoins. Et finalement, c'est un peu le point de départ de cette concertation avec les habitants. Et derrière, on engage tout un travail d'approfondissement en lien avec EDF justement et les porteurs de projets pour définir le besoin et identifier un applicatif qui sera né de cette concertation avec les habitants. Marie Ottinger, vous avez évoqué les différents points, à la fois techniques, les différents j'allais dire, cas d'usage, les différents axes. Aujourd'hui, en termes de calendrier, vous en êtes où exactement avec ce numéro numérique? Alors, le travail est encore long, hein. Alors, sur le travail purement, je dirais, tech, avec EDF, on a finalisé tous les aspects juridiques, hein, et on a identifié tous ces cas d'usage pour commencer l'expérimentation. Sur la démarche engagée avec les habitants et dont je parlais avant, donc ça y est, hein, le coup est parti, je dirais. On a une séquence de lancement courant octobre où on convie le plus grand nombre pour concrétiser le premier cas d'usage qu'on identifie. On a un certain nombre de séquences de production, d'étapes intermédiaires pour avancer sur le cas d'usage qui sera retenu, avec comme objectif une restitution de ces travaux pour le premier semestre 2024 dans cette partie d'incubation de l'AMI. Je crois savoir, quand on a préparé cette émission, que vous aviez aussi une problématique qui est, et non des moindres, sur la partie juridique, sur les données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette problématique? Ah ouais, alors la gestion de la donnée, c'est une partie essentielle du projet. Et pour nous, c'était primordial d'intégrer cette dimension parce que finalement, on a parlé des habitants, des entreprises, des associations et tous les partenaires qui gravitent autour de ce jumeau. Mais pour qu'il fonctionne, eh ben, il faut qu'il emporte l'adhésion, je le disais, du plus grand nombre. Mais il faut que ça s'inscrive dans un modèle qu'on veut sécuriser. Et on est très vigilant sur cette protection des données. Donc ça a été un point central. C'était une donnée d'entrée essentielle à stabiliser avec EDF, puisque c'est pour nous un des enjeux majeurs de cette expérimentation, de finalement produire un outil numérique dans lequel on partage de la donnée, mais pour autant que cette donnée soit la plus sécurisée possible. Donc pour nous, l'expérimentation, c'est aussi l'occasion je dirais, d'identifier les conditions de réussite du déploiement d'un jumeau de cette nature, puisque forcément, il y a l'axe de l'acceptation sociale, je le disais, mais toute cette dimension de gestion de la donnée qui n'est pas neutre et qui peut faire peur. Donc ça, c'est un point essentiel qu'on a neutralisé avec EDF. Donc,
pour nous, il faut avant tout que cette démarche se fasse dans le consentement et dans la sécurité des données. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marie Ottinger pour votre intervention. Merci à vous. Et nous accueillons notre prochaine invitée. J'ai le plaisir d'accueillir Anna-Livia Gomard. Bonjour Anna-Livia Gomard. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Alors, votre qualité est adjointe au chef de l'opérateur des produits interministériels qui s'appelle OPI, de la direction interministérielle du numérique, donc la DINUM, où nous avons eu quelqu'un sur les startups d'État au cours de cette émission. Mais avec vous, on va faire un focus en particulier sur une messagerie qui s'appelle CHAP. Donc, première question peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la messagerie CHAP ? Avec plaisir. Alors CHAP, c'est un produit qu'on a lancé en 2019 à la DINUM. Et l'idée, c'est qu'on voyait plein de messageries, en fait la messagerie instantanée devenir un standard de communication entre les agents publics. Et on a vu le besoin de centraliser en fait ces usages autour d'une messagerie qu'on voulait être souveraine. Donc on est passé, pour ça, on a pris des protocoles ouverts et de l'open source et sécurisés. Et donc qui, dès 2019, était chiffré de bout en bout pour sécuriser les échanges entre agents publics. Alors, juste pour notre gouverne, d'où vient le nom CHAP? Alors, CHAP, ça vient de chat, donc on a pris ce T, et de CHAP, donc CHAP qui est l'inventeur on pourrait dire, le premier réseau de communication sans fil, donc qui est un Français qui a inventé donc un moyen visuel de passer de l'information sur de très longues distances. Et donc pour lui rendre hommage, on a appelé cette application CHAP et on a utilisé son appareil comme notre logo pour qu'il soit reconnaissable. Alors la particularité de CHAP, de cette messagerie, donc on a rappelé qu'elle était souveraine avec des protocoles open source. Il y a un élément aussi de sécurité qui était important. Moi j'ai le souvenir d'avoir eu des discussions avec le ministère des Armées, le ministère de la Défense à l'époque, qui demandait justement cette question de sécurité. Alors ça passe par le chiffrement de bout en bout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette partie-là? Alors, donc le chiffrement de bout en bout, c'est une technologie qui est très intéressante parce que quand on est sur Internet, en fait, entre le moment où le service avec lequel on communique et nous avons de l'information, il passe par un certain nombre d'endroits. Donc il va passer par je sais pas, notre Wi-Fi, puis après il va passer par des centres de télécommunication, et puis il va quelque part arriver par un serveur, donc une mémoire, et puis après il va peut-être arriver là où on veut qu'il arrive, enfin. Chiffré de bout en bout, ça veut dire qu'entre l'expéditeur et le destinataire, personne n'a accès à cette information. Il n'y a que les personnes de bout en bout qui ont accès à l'information, et entre les deux, elle est chiffrée et donc protégée de n'importe qui voudrait regarder ce qui se passe. Justement, sur ce chiffrement de bout en bout, vous utilisez quelle technologie finalement, ou quel protocole? Parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Alors on a fait le choix en 2019 de partir sur un protocole ouvert qui s'appelle Matrix, qui a plusieurs avantages. Donc il est ouvert, ça veut dire qu'on a cette transparence qu'on pense être extrêmement importante, et aussi qu'on peut voir, et tout le monde peut voir ses évolutions. On pense que c'est un protocole aussi sur lequel on est beaucoup à participer, et donc qui va évoluer avec son temps. Et quand on parle de sécurité et de protocole, c'est important d'avoir des protocoles vivants qui vont évoluer avec leur temps. La deuxième chose qu'on a utilisée, donc Matrix a deux avantages. Le premier, c'est qu'il se base sur l'interopérabilité. L'idée de Matrix, c'est de non seulement d'avoir des échanges sécurisés, donc il est nativement sécurisé parce qu'il est nativement chiffré, mais aussi de pouvoir s'interconnecter avec d'autres messageries. Et quand on parle, bon alors là on parle de CHAP avec une application où tout le monde a la même application, mais on pourrait imaginer d'utiliser Matrix aussi pour interopérer d'autres types de messageries entre elles et pouvoir comme ça désiloter et encore une fois mettre les gens en contact, ce qui est vraiment le but de notre équipe. Donc ça c'est la partie on va dire protocole, et la partie logiciel, on se base sur un logiciel qui s'appelle Element, qui est un logiciel open source sur lequel on a ajouté des couches qui sont spécifiques à nos besoins de l'administration. Typiquement dans l'administration, si un agent public est en contact avec imaginons un usager, une personne avec qui il travaille qui est dans le privé et qui veut l'inviter, il peut l'inviter, juste une personne, l'inviter dans un salon. Et cette personne n'est que invitée dans ce salon, a accès à ce salon seulement, et à un nombre de droits qui sont les droits d'invité, donc ces droits qui sont un peu plus limités. Et donc ça veut dire que CHAP peut être vraiment ouvert à tous,
et quelle que soit quelque part votre mission de service public. Et c'est ça qu'on trouvait très important dans CHAP, c'est cette ouverture, parce qu'un outil collaboratif, il est utile que quand tout le monde peut y être. Du moment où une personne ne peut pas y être, on va utiliser un autre outil collaboratif, parce que si on a besoin de collaborer ensemble, on va trouver l'outil pour. Un autre élément, la messagerie devait être aussi, vous avez parlé d'interopérabilité, du côté sécurité, ouverture avec tous les terminaux, puisque ça aussi c'est une problématique, c'est-à-dire que l'application doit être valable sur plusieurs équipements. Alors vous avez entièrement raison. Enfin, aujourd'hui, quand on parle d'une diversité de cas comme les agents publics, certains vont avoir des téléphones et pas de poste, certains vont avoir un poste et pas de téléphone, et puis certains vont avoir des téléphones et des postes. Et il faut que toutes ces personnes puissent communiquer ensemble. Donc en effet, la raison aussi pour laquelle on a fait ces choix technologiques, c'est pour permettre d'avoir une messagerie sécurisé encore une fois de bout en bout, mais qui soit accessible par le web, donc sur son poste de travail ou sur son téléphone, qui soit iOS ou Android. Donc ça nous permet de, comme ça, mettre vraiment en contact les gens et d'avoir évité d'échanger un numéro de téléphone parce que finalement c'est comme ça qu'on peut être joint alors que c'est parfois son téléphone personnel. Là, c'est à partir de l'adresse email professionnelle des agents qu'on les contacte et donc ça permet quand même cette couche de sécurité en plus. On ne peut pas se tromper dans le numéro de téléphone, on ne peut pas appeler la mauvaise personne, on est sûr des gens qui sont dans les salons de discussion. Alors on a parlé de la solution, on va parler des utilisateurs maintenant. Est-ce que vous avez des chiffres clés à nous rappeler à ce sujet ? Alors, tout à fait. Alors aujourd'hui, CHAP, ça a été installé par plus de 440 000 personnes sur leurs terminaux et c'est utilisé de façon, on va dire, quotidienne, on utilise les nombres d'utilisateurs uniques, ça veut dire sous les 30 derniers jours, par 165 000 agents publics. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, CHAP se développe par communauté. C'est normal, une messagerie instantanée, vous l'utilisez quand les gens avec qui vous travaillez l'utilisent. Et ce qu'on voit, c'est que comme c'était un sujet d'innovation et un sujet de sécurité, il y a certains ministères ou certains endroits qui l'ont pris, on va dire, très rapidement et dès le début. Donc la gendarmerie, les finances, c'est des endroits où cette culture de la sécurité et de l'innovation sont présentes. Et donc il y a eu une grosse appétence pour CHAP. Je pense aussi au ministère de l'Intérieur, bien sûr à toute la communauté des RSSI. Et aujourd'hui, on est vraiment, donc depuis quelques temps, on travaille à l'ouvrir. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne sur ces communautés, on l'ouvre de plus en plus à tous les agents publics parce qu'on sait que c'est un produit qui non seulement est sécurisé, mais qui a le niveau de service qu'ils attendent. Donc par exemple, dans les dernières nouveautés qu'on a ajoutées, c'est le fait de pouvoir réagir à un message via un emoji. Alors, on se dit, dans un contexte professionnel, ce n'est pas la première chose qui a été développée, et ce n'est pas la première chose qui a été développée sur CHAP, mais au quotidien, pouvoir répondre très facilement, sans qu'il y ait un message de plus, mais pouvoir dire « oui, ok, j'ai vu », en effet, sans avoir à rajouter un message dans un échange, on voit que c'est très pratique, que c'est très efficace, et que c'est quelque chose qui avait été vraiment demandé par les utilisateurs et qu'on leur a donné. Pareil pour les messages vocaux. Vous n'avez pas vos mains libres pour pouvoir taper un message parce que vous êtes en voiture, parce que vous êtes en opération. Vous pouvez maintenant enregistrer un message sur CHAP et l'envoyer à tout le salon. Alors vous avez commencé à l'évoquer un petit peu, c'était les nouveautés. Je voulais revenir un petit peu sur les évolutions phares parce que ça a commencé en 2019, aujourd'hui on est en 2023. Quelles ont été les évolutions qui ont marqué, on va dire, les agents de la fonction publique ? Alors, je pense que la première évolution, donc CHAP, a été vraiment pensée au début pour la sécurité. Et c'était un enjeu qui était assez primordial parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution qui permettait à des agents publics qui échangent des données qui ne devraient pas être autre part que dans la sphère du service public. Ils n'avaient pas vraiment moyen d'échanger de manière instantanée. Et donc, on a offert cette option-là, mais qui était très basée sur la sécurité. C'était vraiment un gros enjeu. Et au fur et à mesure de l'accroissement du public de CHAP, on s'est rendu compte. On a aussi vu le besoin de changer notre façon de penser la sécurité. Et maintenant, en fait, on pense que la sécurité, c'est la norme, c'est la base. Et que tout notre travail, il est aussi sur créer ces nouvelles façons de travailler avec de la messagerie instantanée. La sécurisation des messageries de bout en bout, en fait, maintenant, c'est acquis. En 2019, ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, c'est un choix qui est acquis, donc c'est quelque chose qu'on considère être la norme. Et donc, on travaille vraiment sur comment est-ce qu'on s'installe bien sur tous les terminaux, comment est-ce qu'on offre la meilleure expérience possible. C'est vraiment mettre l'utilisateur au centre de toutes nos démarches pour qu'on développe ces nouveaux usages. Et
parce qu'on pense que ces nouveaux usages, ils vont permettre à des agents publics de faire leur mission de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace que un email, un coup de téléphone sur un téléphone dont on n'a pas forcément le numéro, donc il faut le demander à tout le monde. Tout ça, ça s'arrête avec Chap, parce qu'avec Chap, avec une adresse email, je peux contacter de manière instantanée une personne. Est-ce que vous avez eu besoin de faire une acculturation avec des gens qui utilisaient, alors je pense notamment aux utilisateurs à privilège, donc dans les agents publics plutôt ceux qui sont, je vais dire, au sommet, qui ont eu l'habitude d'utiliser du Signal, du Telegram, et qui considèrent que c'est sécurisé. Est-ce qu'il a fallu avoir des ambassadeurs, avoir du leadership à l'intérieur des métiers pour leur dire, bah voilà, moi j'utilise ça, donc maintenant vous allez l'utiliser aussi C'est une très bonne question parce que ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on diffuse quelque part non seulement un nouvel outil mais aussi des nouveaux usages. Et on apprend tous les jours, grâce aux startups d'État, grâce aussi à tous les produits qu'on a au sein de l'opérateur de produits interministériels. On apprend tous les jours à comment est-ce qu'on peut, de la façon la plus efficace, pouvoir faire passer tous ces nouveaux usages, mais aussi comment est-ce qu'on peut récupérer du terrain, parce que c'est ça qui est important. Encore une fois, on est sur une variété, une diversité des usages qui est telle qu'il faut bien qu'on comprenne les situations sur le terrain pour pouvoir les intégrer. Et donc, ce qu'on apprend à faire, c'est vraiment ces boucles d'apprentissage. C'est ça le cœur. Et donc, ça passe par aller sur les territoires pour présenter nos produits, faire des ateliers avec les agents en situation pour leur montrer comment est-ce que ça peut changer les façons de faire. On a un ensemble de MOOC aussi en ligne qui permettent, donc sur une plateforme qui s'appelle Mentor, qui permettent de monter en compétences pour les agents publics. Donc on met en place tous ces outils et là, avec tout notre effort autour de la suite numérique, ça va être un gros enjeu pour nous. Vraiment, ces deux aspects, l'outil, tout ce qui permet de faire, mais aussi les nouvelles façons de travailler. Comment est-ce que j'organise une réunion avec ces outils? Comment est-ce que j'anime une communauté avec ces outils? Voilà, comment je partage un fichier facilement avec ces outils. Vous parliez du nombre de personnes qui l'utilisent, vous avez parlé des choses à l'intérieur des territoires. Il y a une volonté justement à ce que Chap soit utilisé par les collectivités territoriales notamment, ou est-ce que c'est déjà le cas? Alors, il y a une volonté pour tous les agents publics de travailler ensemble et de pouvoir se contacter. Et donc, Chap est ouvert à tous, comme j'aime bien le dire, dans une messagerie collaborative ou un outil collaboratif, du moment où une personne ne peut pas venir, on va choisir un autre outil. Donc, ce qui est important dans un outil collaboratif, c'est que tout le monde puisse être dessus. Et dans les territoires, tout le monde travaille ensemble. Donc c'est important que tout le monde puisse se retrouver sur un outil collaboratif qui a le niveau de sécurité, on pense qu'à Chap, mais aussi qui a tout ce dont je vous parlais, c'est-à-dire cet annuaire, c'est-à-dire cette capacité de rentrer en contact et de pouvoir avoir le bon interlocuteur ou les bons interlocuteurs, parce que c'est aussi ça, ces messageries, c'est le fait de ne pas avoir toujours une personne qu'on appelle, mais pour avoir accès par exemple à un pool d'experts en un instant. Et donc c'est important pour nous vraiment d'avoir cette ouverture, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir le diffuser au maximum. Et on a parlé des utilisateurs, mais on n'a pas vraiment parlé des indicateurs que vous pouvez avoir autour. Je pense notamment à l'expérience utilisateur. Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques autour de ça? Est-ce que vous surveillez? Alors, on surveille l'expérience utilisateur de deux façons, parce que la première chose qu'on veut pour une application, c'est qu'elle fonctionne. Et c'est important, surtout quand on compte sur une application pour pouvoir faire ses missions, qu'on sache à tout moment si, pour une raison ou une autre, parce qu'on est sur Internet, si elle est disponible. Donc la première chose qu'on a sur Chap, c'est des statuts toujours disponibles, de savoir est-ce que Chap est en bonne forme, parce qu'on pense que c'est assez central déjà que est-ce que techniquement, ça fonctionne. Puis la deuxième chose qu'on fait, ça c'est notre héritage BetaGouv, Startup d'État, c'est de pouvoir avoir la transparence sur tout ce qu'on peut mesurer sur Chap. Et ce qu'on veut mesurer, c'est le fait que les personnes utilisent Chap tous les jours. Ce qu'on veut, nous, c'est suivre l'usage répété, l'usage récurrent, parce que c'est ça pour nous qui est le vrai symbole d'un outil qui apporte de la valeur, c'est que les gens reviennent. Et donc, on suit bien sûr les utilisateurs actifs, on suit aussi d'où ils viennent, parce que ça nous permet de mieux comprendre les communautés qui utilisent notre outil et d'aller les voir, et là d'avoir vraiment plus la partie qualitative. Donc les KPI, ça se base beaucoup sur les utilisateurs actifs et puis d'autres, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. Et une fois qu'on a ces données, on va aller voir les utilisateurs, et là on fait des entretiens vraiment développés pour bien comprendre quels sont les freins
aussi, mais aussi quelles sont les choses qui les ont fait changer pour pouvoir porter ce message-là à des personnes ou à des groupes qui n'ont pas encore fait la bascule sur Chap. Alors, dernière question autour de la suite collaborative. Donc, Chap va être une des briques. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur cette suite collaborative en terminé? Alors Chap, donc la suite collaborative, c'est une suite d'outils. Et quand on parle de suite d'outils, il y a de la messagerie instantanée. Et avec ce qu'on a fait sur Chap et toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur Chap, pour nous, c'est une brique qui devient essentielle pour tous les agents publics. Donc Chap va faire partie de cette suite. Et on est vraiment très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir mettre Chap dans cette suite et mettre Chap dans toutes les poches de tous les agents publics ou sur tous les postes pour qu'ils puissent comme ça facilement communiquer ensemble. Est-ce qu'il y a une date, un horizon entre guillemets pour cette suite? Je pense que c'est important de voir qu'aujourd'hui, il y a déjà en fait un certain nombre de produits qui sont mis à disposition par la DINUM pour tous les agents publics. Donc je pense il y a Chap dont on vient de parler, mais il y a aussi des outils de gestion de projet, il y a des outils de téléconférence, il y a vraiment plein d'outils pour transformer dès aujourd'hui le travail des agents publics. Et donc l'idée, c'est que on continue à en parler et qu'on continue à les montrer. Parce que vraiment, ça change la façon de travailler et pour nous, c'est ça qui est assez essentiel. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anna-Lévia Gomard. Merci à vous. Bonjour et bienvenue dans la webconférence secteur public du monde informatique. Comment moderniser et pérenniser le parc applicatif des administrations centrales ? Tel est le vaste sujet que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de Cécile Schuster, qui est directrice de l'offre Business Applications chez Microsoft France. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Clément Gramont, qui est directeur avant-vente chez Hitachi Solutions. Bonjour Clément. Bonjour Sylvain. Alors, tout d'abord, première question naïve, avant d'entrer dans le vif du sujet. On parle de low-code, mais c'est quoi le low-code ? Le low-code, c'est la capacité à créer et à mettre en œuvre des applications, des agents virtuels, des sites web, un flux de processus, sans aucune ligne de code. L'ensemble par une interface graphique en glisser-déposer par exemple. Donc le bénéfice pour les organisations, c'est tout simplement de savoir digitaliser et automatiser des processus et donc des gains de temps et d'efforts bien sûr. Et pourquoi donc est-ce si important que de développer en low-code aujourd'hui ? C'est très important en ce moment et pour les années à venir parce qu'on estime à 750 millions le nombre d'applications qui vont devoir être développées d'ici 2025. 750 millions, c'est plus que le nombre d'applications qui ont été développées sur les 40 dernières années. Donc c'est considérable. Et en même temps, nous avons une pénurie des talents puisqu'on estime à 4 millions le nombre de développeurs qui nous manquent pour réaliser cela. Donc les bénéfices du low-code sont incroyables dans la mesure où, par le biais du low-code, nous sommes capables d'accélérer la mise en œuvre d'applications tout en s'appuyant sur l'ensemble des talents d'une organisation, y compris des personnes qui ne sont pas développeurs. Alors, si on en revient à notre sujet, le secteur public, ce qui nous amène à être présents là tous aujourd'hui, à quels enjeux spécifiques du secteur public le low-code répond-il ? Bien, il y a déjà les enjeux pour les administrants que Cécile vient de donner, de facilité, d'accélération de la digitalisation des services. Mais on va aussi accroître la satisfaction des usagers et des administrés, puisqu'on va pouvoir étendre les services publics à un plus grand nombre d'administrés. On va également pouvoir réduire les coûts de maintenance et augmenter l'autonomie des administrations, car la courbe d'apprentissage du low-code est beaucoup plus rapide. Et enfin, on va réduire les risques parce qu'on va pouvoir prendre en compte toutes les applications obsolètes. Il y en a un certain nombre dans les administrations centrales, dans les administrations publiques aujourd'hui, et on va pouvoir accélérer la modernisation de ces applications obsolètes. Vous avez un exemple concret d'application du low-code dans une administration en particulier ? Oui, aujourd'hui, Hitachi Solutions, on travaille avec le ministère de l'Environnement britannique dans un vaste programme de transformation digitale autour de toutes les activités réglementaires. Donc ça va être l'attribution de permis de polluer, permis de s'installer pour des usines, des pêcheurs, etc. Et également le contrôle de ces permis, vérifier qu'ils sont respectés, et la mise en conformité si jamais ils ne sont pas respectés.
Ça, c'était couvert par des dizaines d'applications différentes, silotées. Et le but de ce programme, c'est d'améliorer les services qui existent déjà, et également les étendre. Si je prends un exemple, la gestion des déchets était gérée par un processus papier, comme aujourd'hui beaucoup de processus encore. Et donc, c'était forcément réduit à un certain nombre de personnes accréditées à faire ces rapports papier. Aujourd'hui, il a été digitalisé, ce service, donc il est amélioré, mais il est aussi étendu à un plus grand nombre, et notamment à tous les administrés. Merci Clément. Mais alors, pourquoi le choix de Microsoft et du low-code est-il le plus pertinent dans ce cas? Bien, ce choix, il n'a pas été pris par hasard. Le premier enjeu du projet, ça a été de tous se mettre d'accord. Donc, il y avait beaucoup de parties prenantes qui travaillaient en silo, chacun de leur côté. Et donc, avant de démarrer, on a d'abord essayé de se mettre d'accord sur des grands principes de conception. Dans ces réunions, il y a 2 principes qui en sont sortis. La première, c'est Cloud First, et la deuxième, c'est Low Code. Cloud First, on a choisi Microsoft, en l'occurrence, parce qu'il y avait déjà une grande familiarité du ministère de l'Environnement avec les technologies Microsoft, Cloud, Office, etc. Mais également parce que Microsoft, c'est un acteur qui garantit la confidentialité des données, la sécurité des données, et donc c'est des sujets qui sont clés pour le secteur public. Le low-code, enfin, c'est un formidable outil pour accélérer l'innovation. Donc on a choisi le low-code parce que ça permet de développer plus vite, de créer des composants qu'on va pouvoir réutiliser. Donc plus on avance, plus on gagne en efficacité. Et ce qui fait que derrière, on se concentre sur les besoins utilisateurs, plutôt que de se concentrer sur la technologie. Et en faisant ça, on se garde également du temps pour aller encore plus loin. Et notamment, le low-code permet également d'expérimenter de l'intelligence artificielle. Cécile, on en parlera plus tard. Mais dans le cas du ministère de l'Environnement, on utilise l'intelligence artificielle pour aider la prise de décision. On a une vingtaine de sources de données différentes qui donnent énormément de données. Et pour comprendre cette donnée et prendre des décisions, on a besoin d'aide et on a besoin d'intelligence artificielle. Et le low-code permet de créer ça très rapidement. Cécile, justement, on vient donc d'évoquer l'intelligence artificielle. Et quelles sont les tendances en matière d'usage du low-code? Quelles sont les principales évolutions que vous pouvez voir et que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Tu en as parlé, l'intelligence artificielle, c'est le premier point. Le second point, c'est vraiment la démocratisation. On est convaincu que le low-code va permettre de démocratiser les capacités de développement d'applications. Et c'est déjà en cours. En fait, nous avons déjà des utilisateurs en dehors des départements informatiques, en dehors de l'IT, qui créent des applications, alors sans même le savoir, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ça s'appelle low-code, mais c'en est, c'est comme M. Jourdain et la prose. Mais la démocratisation est vraiment en marche, avec pour nous cet objectif de faire en sorte que le développement d'applications soit aussi accessible qu'aujourd'hui le traitement de texte ou la création de documents de présentation, par exemple. Ça, c'est le premier point, la démocratisation. Et le second, c'est l'intelligence artificielle, qui va de pair d'ailleurs avec la démocratisation, et 2 promesses. D'ailleurs, ce ne sont même plus des promesses, ce sont des réalités. La capacité à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour étendre les capacités du low-code. Donc, tu l'as évoqué, la capacité à détecter des images, par exemple. La capacité aussi à écrire en langage naturel une commande et donc à voir se générer le low-code. Donc, on n'est plus face au phénomène de la page blanche. On peut tout simplement avoir des gains de créativité aussi là-dessus. Le deuxième bénéfice de l'intelligence artificielle dans le low-code, c'est la capacité aussi à identifier des chemins d'optimisation ou d'amélioration d'une création d'application. Je donne un exemple. Un flux entre une commande et une facturation qui est aujourd'hui développé. On peut, grâce à l'intelligence artificielle, identifier des goulots d'étranglement au sein de ce processus et donc faire des recommandations d'optimisation. Donc ça, ce sont vraiment les 2 tendances que l'on voit, avec pour nous vraiment la volonté que le low-code soit un outil de nouveau de démocratisation des capacités de création d'applications pour tous les besoins d'une organisation, toutes les entités d'une organisation, tous les collaborateurs, tous les agents d'une organisation, avec des bénéfices qui sont évidents en gain de temps et en gestion des coûts, en optimisation des coûts.
Très bien, donc on le voit vraiment, le low-code, notamment pour les administrations centrales, est un véritable vecteur d'innovation. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, tu l'évoquais, on a encore beaucoup de processus qui sont papier. On estime à 30% le nombre de processus papier. Donc, on a encore beaucoup de chemin. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Clément de nous avoir apporté votre éclairage sur effectivement les bénéfices de l'usage du low-code dans les administrations et dans les organisations en général. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre éclairage et on se donne rendez-vous pour la suite de la webconférence. Suite de cette webconférence consacrée au secteur public, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant pour l'instant Startup Maxime Sharp. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur et dirigeant de VisioSense et avec vous on va parler d'intelligence artificielle. Je vais laisser Célia vous poser la première question. Alors peut-être une première question toute simple, qu'est-ce que c'est VisioSense finalement? Alors VisioSense développe des capteurs intelligents, des capteurs à base de vision assistée par ordinateur. En quelque sorte, on transforme des caméras en capteurs. Et votre rôle au sein de VisioSense? Donc je développe l'activité commerciale et je suis également en charge de la relation avec les investisseurs. Alors aujourd'hui, vous avez deux solutions que vous présentez, VisioPark et VisioCount. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dessus? Absolument. Donc ces capteurs intelligents qui s'apparentent à des caméras, mais qui n'en sont pas, ce sont des capteurs augmentés d'une puce d'intelligence artificielle. Ils ont une application métier, donc soit le monitoring des espaces de parking, c'est ce que VisioPark est. Donc on détecte la présence d'un véhicule sur une place de parking et on en voit une quinzaine en moyenne avec ces systèmes. Ensuite, VisioCount est plutôt sur le comptage d'assets, donc ça peut être des véhicules, ça peut être des personnes et on a de plus en plus de demandes sur de nouveaux types d'assets, type mobilité douce, et ou industriel. Alors vous parliez, on va rentrer un petit peu dans la technologie, vous parliez de puces IA, ça correspond à quoi? C'est vous qui les fabriquez, vous l'élaborez vous-même, et à partir de quel type de technologie? Non, ces puces, on ne les fabrique pas nous-mêmes. Il y a eu une émergence de nouveaux types de processeurs il y a 2-3 ans. Historiquement, on a eu les CPU qui faisaient des calculs linéaires, on a tout ça dans nos téléphones, nos ordinateurs. Ensuite, il y a eu les GPU, sorte de cartes graphiques, voilà, qui ont amélioré les graphismes de nos jeux vidéo, de nos mobiles. Et depuis peu, on a les NPU, les Neural Processing Unit, qui permettent l'exécution de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont la base du deep learning, et c'est ce qu'on utilise dans le traitement d'images pour détecter des objets. Alors, il y a eu aussi une problématique de pénurie de processeurs il y a quelques mois maintenant. Est-ce que vous avez été impacté et comment finalement vous avez réussi à résoudre le problème? Absolument, on a été impacté. Le premier choix de notre puce a manqué. On avait des délais qui allaient jusqu'à 1 an et on a dû revoir le sourcing de ces puces de manière à réduire le délai à 3 semaines d'approvisionnement. Une fois que vous avez installé vos capteurs, finalement, quelles sont les données que vous récupérez, ou en tout cas les données que vous allez transmettre aussi à l'utilisateur final, en tout cas au client? Oui, eh bien on va extraire uniquement les données d'intérêt. Donc on va envoyer le numéro d'une place de parking et son statut, occupé ou libre. Et en parallèle, on va envoyer quelques données de santé du capteur, de manière à ce que nos partenaires qui déploient ces systèmes puissent monitorer à des fins de maintenance ces systèmes. Les données en question, vous disiez que c'était... c'est quoi? Il y a de la statistique, on peut y avoir éventuellement de l'humidité, du positionnement, de la boussole, enfin en tout cas du gyroscopique, ou est-ce qu'il y a d'autres... Alors, toute cette partie statistique, elle va être traitée côté cloud, à la base de cette donnée brute que l'on produit. Nous, on va plutôt envoyer de la donnée brute à chaque changement d'événement, à chaque événement. Donc, dès qu'une voiture va venir se garer ou libérer une place de parking, on va envoyer un message. Et ensuite, nos partenaires qui sont intégrateurs, donc des sociétés IT, elles vont en effet faire de la statistique, elles vont mettre en place des alertes sur événements,
parking complet, peut-être que ça peut nécessiter une alerte, et également sur de la voiture ventouse, par exemple. Une voiture qui resterait plusieurs jours ou toute la nuit, qui n'est pas censée le faire sur un parking en centre-ville ou un parking à proximité d'une gare, ben on va avoir une alerte. Et au niveau des utilisateurs, justement, quels sont vos utilisateurs principaux? Alors les utilisateurs finaux de la solution Visiopark, ce sont davantage des villes, tout d'abord des villes, des aéroports, des sociétés autoroutières, et on va également trouver quelques opérateurs de parking ou retailers. Est-ce que vous avez un exemple particulier à nous donner? Oui, on peut parler en France de l'aéroport de Nice. Alors là, on n'est pas sur le produit Visiopark, mais on est plutôt sur le produit VisioCount. On va monitorer la file d'attente des taxis. Donc on a plusieurs systèmes les uns à la suite des autres. On fait la somme de tous les taxis qui sont vus aux abords du terminal. Et cette information, elle est poussée aux chauffeurs de taxi via une appli mobile. Et ils peuvent décider si oui ou non ils souhaitent rejoindre la file d'attente. En matière de, je reviens sur la technologie, sur les évolutions, en tout cas sur la partie mobilité, on sait qu'il existe aussi des systèmes de triangulation avec des opérateurs télécoms. Est-ce que ça vient en complémentarité de votre solution ou est-ce que c'est concurrent de votre solution? Alors je pense que les solutions dont vous parlez vont donner des tendances, mais pas un compte précis. Ce qui est la mission de VisioSense, de donner le compte le plus précis possible. Nous, on est sur des comptes au-delà de 98% de précision. Sur le parking, on approche les 100%. Les systèmes dont vous parlez ont des marges d'erreur assez importantes. Les systèmes type Beacon qui détectent le Wi-Fi ou le Bluetooth de notre mobile, on est plutôt sur des marges d'erreur autour de 30-40%. D'accord. Voilà. Peut-être une dernière question au niveau des développements. Quels sont les développements à venir justement pour VisioSense? Alors, il y a beaucoup de choses en cours de développement chez nous. On est très à l'écoute de nos clients et des besoins du marché. On travaille déjà sur une solution de parking en voirie, non délimitée, qui est un problème très complexe, puisque là, on ne peut pas configurer le système pour détecter si un véhicule s'y trouve ou pas. On est obligé de mesurer la distance entre deux véhicules afin de déterminer si une place est disponible pour un nouvel utilisateur. Et vous avez aussi, je crois me souvenir, une solution en cours de développement qui parle du comptage de piétons. Absolument. Donc on travaille aujourd'hui sur le comptage de piétons. On travaille avec une ville en particulier, pas loin de notre siège. On fait des sondages, des études de comptage de piétons. La ville essaie de réduire la place de la voiture en centre-ville. Et là où ils pensent qu'un trottoir élargi et une voie à sens unique aurait plus de sens, ils vont aller vérifier ça avec nos capteurs et ils vont aller compter les piétons. On travaille au niveau de notre laboratoire d'intelligence artificielle sur le comptage de foule, qui est un sujet très tendance avec les Jeux Olympiques 2024 prochainement à Paris. Eh bien Maxime Chard, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Et nous passons à notre prochain intervenant. Bonjour et bienvenue pour cette conférence du monde informatique dédiée au secteur public où nous allons parler cybersécurité et cyber-résilience. Et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Hippolyte Fouque, qui est directeur commercial chez Darktrace. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Alors vous êtes particulièrement bien implanté, Darktrace, sur le secteur public. Qu'est-ce que cela représente? Ça représente un peu plus de 130 organisations qui utilisent les solutions d'intelligence artificielle de Darktrace parce que le secteur public est très demandeur, très exposé, très touché. La France est le 10e pays le plus touché par les cyberattaques. Et particulièrement sur le secteur public, parce que c'est vrai qu'on le voit dans la presse quasi quotidiennement, que ce soit les collectivités, les hôpitaux, il y a des attaques de type ransomware quasi toutes les semaines. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voyez sur le terrain, c'est-à-dire un secteur qui est particulièrement en proie à ce type d'attaque? Non seulement le terrain le dit, mais les statistiques aussi le disent. Il y a plus de 50% d'attaques dans le secteur public par rapport au secteur privé, qui est en partie dû au manque de moyens
il y a 2 fois moins de dépenses par poste de travail pour les protéger dans le secteur public par rapport au secteur privé. Et il faut dire aussi que le secteur public est une proie intéressante pour les différents pirates, les différents criminels informatiques. S'ils ont des motifs politiques, ça permet de paralyser un certain nombre de services à la population. En termes de dépôt de données, il y a quand même plein d'informations personnelles sur beaucoup de gens qui peuvent être utilisables après ou à mettre en vente sur le dark web. Et ce sont des cibles aussi qui sont à flux tendu. Donc, ça veut dire que dès qu'elles sont frappées par des rançongiciels, elles doivent payer rapidement, elles sont sous pression, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans d'autres organismes. Donc, tous ces facteurs-là, manque de moyens et exposition importante fait qu'ils ont des besoins très importants. Puis en plus, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées aussi. Hein, donc, exactement. On parle d'IA, mais il y a aussi des attaques de plus en plus avec la base d'IA et de social engineering où il faut vraiment mettre un dispositif complet. Justement, je vais vous inviter à passer en revue un peu 5 enjeux majeurs de cybersécurité dans le secteur public et de voir comment on peut y répondre. Et vous parliez tout à l'heure de toutes les données qu'il peut y avoir, c'est vrai, dans une collectivité, une mairie. Déjà, si on s'attaque aux données personnelles, c'est un vrai enjeu. Oui, il y a un enjeu de visibilité sur qui accède à l'information, sur l'étendue de tous les appareils utilisés. Vous parlez d'une mairie, mais ça peut aussi être un hôpital, ça peut être un ministère, ça peut être tout un tas d'organismes, aussi des organismes qui vont gérer l'eau, l'électricité, avec qui Darktrace travaille. Donc là-dessus, l'intelligence artificielle va permettre de casser les différents silos des outils de cybersécurité où on devait se connecter à plusieurs consoles pour pouvoir suivre le potentiel cheminement d'une attaque ou d'une situation anormale et potentiellement dangereuse. L'IA va collecter l'ensemble de la donnée et la restituer de manière claire et pouvoir, à partir d'une analyse comportementale constante aux 4 recoins du système d'information, les mails, les appareils, les objets connectés, tout ce qui est dans le cloud également, de tout rassembler et puis de déceler les menaces connues et également les menaces inconnues non répertoriées. Et ça, c'est unique à l'intelligence artificielle. Il y a cet aspect donc de pouvoir se protéger contre les 0-day qui sont de plus en plus nombreux. C'est d'intervenir vraiment en amont. En amont, c'est ça. Après, il y a un autre aspect, c'est la continuité de service, je dirais, qui va de pair avec la continuité d'activité de la collectivité ou de l'organisme. C'est un enjeu majeur, hein. Il faut reprendre rapidement l'activité, voire même ne pas rompre le service aux citoyens. Il y a une obligation de service public sur cette continuité et pour éviter qu'il y ait des interruptions du fait de cyberattaques ou d'incidents cyber, c'est d'avoir une réponse le plus tôt possible, le plus précis possible sur le souci en question. Et quand je dis le plus précis possible, c'est aussi important parce qu'il y a un certain nombre d'outils informatiques de cybersécurité qui vont fournir des réponses qui sont des playbooks déjà préprogrammés qui vont aboutir à des faux positifs et faire baisser la productivité des organismes publics. Là, l'IA, comme elle a une connaissance acquise très précise de chaque organisation, elle va pouvoir cibler les segments de connexion qui posent problème à la seconde près où ils émergent et ce avant que les dommages soient causés. Parce que l'un des facteurs de succès de Darktrace, c'est que le but n'est pas de déclencher la réponse lorsque typiquement un rançongiciel est en train de commencer à chiffrer. Le but, c'est de déclencher cette réponse lorsqu'il y a la phase de reconnaissance, le premier malware qui est installé, qui fait des communications avec des sites externes malveillants, que ce site externe soit référencé ou non, l'action va pouvoir être bloquée. Et si c'est aussi important d'avoir une réponse, c'est que par exemple un hôpital comme celui de Dax qui a souffert une cyberattaque a été bloqué pendant plus de 3 mois dans toutes ses tâches. Il ne pouvait pas avoir accès aux fichiers patients. Et ça, c'est vraiment la bête noire qu'il faut éviter. Alors c'est une course de vitesse, hein. C'est vraiment d'anticiper, d'identifier les signaux faibles et de réagir rapidement. Je vous propose de passer aussi à la problématique des ressources, en fait, l'aspect people. C'est-à-dire qu'il y a une tension sur l'IT globale de compétences, et particulièrement sur la cybersécurité, et particulièrement, malheureusement, dans le secteur public. Oui, les derniers chiffres dont je dispose montrent que dans les services de l'État, en 2021, ça date un petit peu, mais c'est ce que nous avons de plus récent, il y avait 5000 postes vacants
en cybersécurité. Rien que dans les services de l'État, sans compter donc les collectivités dont on parlait et les hôpitaux. Donc il y a un vrai problème. Les équipes n'ont pas le temps en fait, de tout gérer, de faire les actions de blocage. Et c'est là où l'IA va pouvoir être leur partenaire clé dans ce genre de situation où toute la surveillance peut se faire 24 heures sur 24 tous les jours de l'année avec une finesse qu'on n'avait pas auparavant. Qui est permise grâce aux innovations en IA. Darktrace a déposé plus de 120 brevets, donc là-dessus, on a une expertise très forte. Et là où l'IA va aussi être utile, c'est que plutôt que de fournir des alertes classiques comme on avait l'habitude de les gérer, il y a certaines innovations dans nos logiciels qui consistent à fournir des rapports, donc à faire le travail d'un analyste humain par de l'IA qui va lui-même regarder les différents incidents, les rapprocher entre eux, rédiger un rapport en langage naturel qui soit facilement compréhensible. Et donc là, vous gagnez beaucoup de temps. On est vraiment sur le RSSI, le SOC augmenté en fait, dopé à l'IA. On est là sur la détection, la reprise rapide, voire même la continuité de service, la reprise rapide d'activité. Il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut se préparer à ces crises cyber, anticiper, c'est aussi un point majeur, un pain point en fait au sein du secteur public. Exactement. La préparation est clé, pas celle seulement des équipes informatiques, mais également du reste des collaborateurs. Et un des exemples vertueux, c'est celui du CHU de Rouen, qui malheureusement a lui aussi été ciblé sévèrement par une cyberattaque. Mais ils ont réussi à maintenir l'essentiel de leur service grâce à une préparation des équipes qui savaient exactement quoi faire en cas de problème. Et l'intelligence artificielle va pouvoir aider à surmonter ce problème de la préparation. Il faut savoir qu'il y a 60% des hôpitaux en France qui n'ont jamais fait d'exercice cyber et 80% des administrations qui ne l'ont pas fait. C'est énorme. Et l'IA, ce qu'elle va faire, c'est que plutôt que d'engager des personnes externes qui feraient cet exercice-là, elle peut le générer à tout moment, utiliser la connaissance qu'elle a acquise grâce à la surveillance, grâce à ces deux modules qu'on a évoqués, détection et réponse, pour pouvoir lancer un certain type de scénario, lancer des fausses campagnes d'email pour voir comment réagissent les équipes et donc pouvoir dire ces personnes-là sont peut-être un peu plus sensibles, donc on va augmenter l'analyse lorsqu'il y aura un problème, etc., etc. Donc il y a tout un tas de préparations qui peut être fait. C'est le module HEAL qui vient d'être… En termes de solution, c'est le module HEAL. En fait, on automatise, je dirais, cette préparation avec des tests. Il faut tester et s'entraîner. Et ça automatise également la réponse à un incident, le rétablissement, le disaster recovery, la gestion de l'incident, lorsqu'il est vraiment intervenu. Et vous le dites, on ne teste pas assez, que ce soit dans le privé, mais particulièrement aussi dans le secteur public. Il faut tester et justement tester ces plans de reprise d'activité. Alors, pour l'instant, on le conseille, on le préconise, on pousse à ça, mais la loi, bientôt, la réglementation va être de plus en plus contraignante sur le sujet. Exact. Autre enjeu, et puis dernier enjeu des 5 points, c'est les aspects de souveraineté, de confiance, de travailler dans un écosystème qu'on maîtrise. C'est très spécifique au secteur public. Il y a des activités qui sont secret défense. Et lors d'une analyse de cybersécurité, l'information ne peut pas être sortie pour analyse externe dans un cloud ou dans un autre pays et être renvoyée pour dire si telle ou telle activité est bonne ou mauvaise. Donc ça, c'est ce que font la plupart des solutions de cybersécurité. Darktrace n'analyse pas, ne compare pas la donnée interne d'une organisation par rapport à une réserve d'informations sur les cyberattaques. Elle va se concentrer uniquement sur l'analyse comportementale de l'organisation. Donc tout peut se faire dans le périmètre de l'organisme public en question, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une installation on-premise où aucune information n'est partagée, ne serait-ce qu'avec les équipes de Darktrace. Et cela nous a permis de démarrer des collaborations avec des grands ministères. J'ai parlé de secret défense avec également ce genre d'organismes-là qui ont besoin en fait, de solutions qui ne communiquent pas avec l'extérieur. De garder la maîtrise un peu de son environnement. Exactement. Si on devait résumer, Hippolyte, en synthèse, l'enjeu majeur pour le secteur public, c'est de pouvoir maintenir un service aux citoyens et d'éviter le scénario catastrophe qui a été rencontré en 2007 par l'Estonie, où pendant plus de 23 jours, les fameuses personnes qui utilisent les services publics n'ont pas pu se connecter, n'ont pas eu accès aux différentes informations à cause d'une cyberattaque généralisée.
Très bien. Merci en tout cas pour cet éclairage et puis ces exemples concrets autour de la cybersécurité et de la cyberrésilience. Merci Hippolyte. Et nous, on se donne rendez-vous pour la suite de cette émission du Monde informatique spécial secteur public. Vous êtes toujours sur la webconférence sectorielle du Monde informatique consacrée au secteur public et nous accueillons maintenant Jérémy Turpin. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet applicatif à la métropole de Rouen-Normandie. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous définir votre rôle et puis voir exactement ce qu'est Métropole Rouen-Normandie? Alors dans un premier temps, ce qu'est Métropole Rouen-Normandie. Donc Métropole Rouen-Normandie, c'est une collectivité importante sur le territoire normand, notamment pour l'investissement, et qui regroupe 71 communes autour de Rouen. Donc cette métropole a un ensemble de compétences qu'elle doit assumer, eau, assainissement, voirie, déchets, et culture, enfin, et vraiment beaucoup de compétences. Et donc, mon rôle au sein de la direction des systèmes d'information, c'est de venir moderniser, informatiser l'ensemble de ces directions qui assument ces compétences afin de leur fournir des outils informatiques cohérents et efficients dans le cadre d'un schéma directeur. Alors justement, on va parler d'un retour d'expérience sur une plateforme collaborative qui a été, pour finalement simplifier les échanges entre les communes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur la genèse du projet? Quelle était la problématique que vous aviez? La direction de l'urbanisme, qui s'occupe des plans d'urbanisme, PLU, SCOT, RLPI, nous a contacté la direction des systèmes d'information parce qu'ils avaient effectivement identifié un besoin qui était effectivement de pouvoir communiquer avec les 71 communes, ce qui fait quand même aujourd'hui près de 450 utilisateurs. Donc ça fait un nombre vraiment important de gens avec qui communiquer. Donc ils ont remonté un besoin au moment de la construction du schéma directeur et de son renouvellement du schéma directeur de la direction des systèmes d'information de la métropole. Et donc on a pu identifier ce besoin et le prioriser par rapport aux obligations réglementaires, à l'efficacité et aussi au budget. Donc ce besoin ayant été remonté, on l'a priorisé et moi en tant que chef de projet applicatif, je suis mobilisé sur ce projet dans un planning qui nous est donné sur 4 à 5 ans, le temps du schéma directeur. Donc ce besoin, donc, on s'est rapproché de la direction métier pour lancer le projet. La direction métier était prête avec une équipe qu'elle pouvait mobiliser dans le timing du projet qu'on avait identifié, dans le temps du planning, effectivement. Et donc, nous avons commencé à travailler affiner cette expression de besoin avec eux dans le cadre d'ateliers, dans un objectif de rédiger un cahier des charges. Et il y avait combien de personnes dans ces ateliers, en général? Alors, en règle générale, on était plutôt... Alors, la direction est elle-même découpée en plusieurs thématiques. On a vu sur l'aspect plan local d'urbanisme, SCOT, RLPI, etc., en fonction de ces différents plans. Et donc, on avait en règle générale un référent par plan en fonction des différents ateliers qu'on pouvait mener, et puis un chef de projet utilisateur qui était identifié, qui est une condition sine qua non pour pouvoir démarrer un projet informatique. Et donc vous avez choisi la plateforme développée par Silverpeas. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les critères pour choisir cette plateforme et comment vous en êtes venu à les choisir eux? Alors effectivement, on a choisi cette plateforme. Il y a eu quand même un effet surprise, hein, parce qu'effectivement, nous n'avions pas forcément identifié cet acteur dans le cadre du sourcing qu'on réalise en amont de la rédaction du cahier des charges afin de pouvoir passer ce marché, donc passer par une procédure de marché. Donc les critères, souvent dans les collectivités, un critère prix qui est quand même prépondérant. Et après, nous avons travaillé sur le périmètre fonctionnel, un critère sur le périmètre fonctionnel, sur l'ergonomie, puisqu'effectivement, on est sur un outil qui va être diffusé aux 71 communes, donc des acteurs qui sont quand même externes à la métropole, mais aussi internes pour les agents qui vont l'alimenter. Et puis, sur toute la démarche projet qu'ils pouvaient nous proposer pour la mettre en œuvre, cette solution. Voilà. Donc, globalement, c'était un petit peu les critères. Donc, pour moitié, le critère prix, et après, effectivement, en fonction des priorités dictées par la direction métier, on ajuste nos critères, on les définit en amont du marché, mais avec la direction métier. Aujourd'hui, la plateforme, elle est mise en place. Quels différents bénéfices vous en retirez? Alors aujourd'hui, effectivement, la plateforme est mise en place. Donc la plateforme a répondu aux enjeux du projet. Donc les enjeux du projet qui étaient déjà en gain de pouvoir centraliser l'information, de pouvoir améliorer les échanges et aussi les diminuer, puisque historiquement, ils faisaient plutôt par mail. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment centralisé sur une plateforme. On a offert une source d'information
pour tous les documents réglementaires et les documents de travail à destination des communes, et un espace spécifique pour chacune des communes où elle peut aussi nous remonter des informations sous la forme de documents, plutôt des documents bureautiques. Pour revenir sur le projet, est-ce que vous avez eu des problématiques de sécurité, notamment pour tout ce qui est gestion des accès par exemple? Alors on a toujours effectivement eu des problématiques de sécurité, d'autant que là cet outil est accessible depuis l'extérieur effectivement de la métropole. Donc on a travaillé effectivement avec notre RSSI et notre DPO pour pouvoir déjà s'assurer en termes de confidentialité, analyser le risque par rapport aux données stockées dans la plateforme, et après sur le volet sécurité, afin de pouvoir réaliser un audit de sécurité sur la plateforme pendant la phase de recette, avant la mise en production, afin de nous assurer qu'il n'y avait pas de vulnérabilité avec une probabilité forte, voire même modérée, qui puisse arriver suite à la publication de cette plateforme. Donc ça a fait l'objet effectivement d'un audit, et pour effectivement ce projet, la société Silverpeas avait des composants applicatifs qui étaient up-to-date, donc effectivement on n'a pas identifié de problème de vulnérabilité importante sur ce projet. Est-ce qu'il y avait des questions autour du format des données qui allaient être échangées, ou est-ce que finalement c'est suffisamment standardisé pour faire ces échanges? L'idée, en fait, cette plateforme amène vraiment un apport important sur l'aspect documentaire. Donc on va vraiment échanger des documents, idéalement PDF quand c'est des documents officiels, ou des documents bureautiques pour pouvoir permettre aux communes d'intervenir directement pour modifier ces documents. Il en ressort qu'on a aussi un aspect effectivement qui a été demandé par la direction métier, un aspect formulaire où on peut effectivement interroger et permettre aux communes de saisir des informations dans un formulaire que l'on peut récupérer au sein de la plateforme. Les données, on est resté sur un format standard, type tableur, CSV, pour pouvoir exploiter ces données brutes et les transmettre à des fournisseurs qui, eux, vont éventuellement intervenir en tant que prestataires sur le terrain. Et voilà. Je donnerai l'exemple d'un formulaire qui a été mis en ligne il y a quelques mois, effectivement, sur l'identification d'arbres remarquables. L'idée étant effectivement que les communes puissent déclarer au sein de leur territoire, puisqu'elles le connaissent le mieux, les arbres qui ont vraiment un intérêt en termes de conservation pour qu'ils soient référencés dans les plans d'urbanisme. Et on a mis à disposition ce formulaire pour qu'ils puissent déclarer cet arbre, l'identifier au sein d'une carte SIG, et nous pouvoir communiquer auprès d'un prestataire avec qui on a contractualisé pour qu'il puisse venir faire un diagnostic plus précis de l'arbre sur le terrain. D'accord. Alors il y a une autre problématique, c'est celle de l'acculturation des utilisateurs. On imagine qu'ils ne sont pas tous à niveau sur cette plateforme collaborative. Comment ça s'est passé justement? Alors effectivement, c'est l'informatique, il peut toujours y avoir effectivement une marge plus ou moins haute à franchir. Pour cette direction métier, il faut noter qu'elle était très moteur pour ce projet-là. Il y avait un enjeu fort, même au quotidien pour les agents, pour faciliter leur travail. Donc, ce qui nous a aidé, en plus par thématique, à venir intégrer au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet les différents acteurs dans les équipes. Donc on a eu des ateliers assez riches effectivement, avec des profils différents, mais ce qui a permis de venir présenter la solution progressivement et faire de la co-construction. Une fois cette co-construction établie, on est passé par une phase de validation où les services ont été impliqués pour valider le bon fonctionnement de la plateforme, et plus légèrement une phase de formation. Mais à partir du moment où pendant 2 mois on a pu travailler sur des ateliers de paramétrage fonctionnel, on avait un ensemble d'acteurs qui étaient quand même habitués à utiliser la plateforme, même si effectivement avec le nombre de communes et le nombre d'acteurs par les différentes thématiques que je vous ai énoncées, on a une cartographie des droits qui est assez complexe. Donc au quotidien, c'est aussi pour ça qu'il y a un contrat de support avec la société Silverpeas qui vient aussi nous accompagner s'il y a besoin d'expertise pour faire évoluer la plateforme, travailler effectivement sur les paramétrages fonctionnels les plus avancés. Peut-être une autre question, on va revenir, vous parliez des documents tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait justement une contrainte? Est-ce qu'il y avait une taille définie maximale pour les documents? Alors forcément, on a défini une taille qui se rapproche des 100 mégas effectivement pour un document. Alors comme je vous l'ai dit, c'est principalement des documents bureautiques qui ont des tailles, et quand ils sont officiels en PDF, donc ont des tailles quand même modérées. L'objectif étant de pouvoir maîtriser le dépôt de fichiers et pas se retrouver avec des fichiers de plusieurs gigas sur la plateforme, même si l'infrastructure de la métropole permettrait de les absorber. Mais bon,
restons raisonnables. Juste avant de vous poser la dernière question concernant l'évolution de la plateforme, juste s'il fallait définir, entre guillemets, un des éléments phares de cette plateforme collaborative. Je crois que vous êtes venu avec une présentation, en tout cas des éléments visuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, justement, faire peut-être un focus sur une thématique en particulier de cette plateforme? C'est vrai que sur cette plateforme, on a voulu travailler l'ergonomie et aussi le rendu. Donc on a travaillé avec les services de la communication externe à la métropole pour essayer d'avoir un visuel le plus, certains pourraient dire sexy, pour effectivement que ce soit une plateforme qui soit attrayante. Donc comme vous pourrez le voir, effectivement on a un écran d'accueil qui présente l'ensemble des thématiques et qui permet en fait aux communes, en fonction de leur intérêt, puisque si elles n'ont pas besoin d'arriver sur une thématique donnée, on peut éventuellement la cacher, d'accéder à l'information sous forme d'actualité ou même après sur leurs espaces qui leur sont personnalisés. Donc on a travaillé ce point-là. Si on peut regarder la thématique effectivement, donc urbanisme, hein, on va pouvoir voir que l'application, indépendamment de tout ce qui est couleur, est bien découpée pour que l'information arrive tout de suite à l'œil de l'utilisateur, à son attention. Maintenant, cette plateforme, et on peut le voir, a une possibilité d'évoluer, et on l'a fait dans le cadre d'une phase 2 finalement du projet, qui avait la direction de l'habitat, qui est venue s'intégrer dans ce projet-là. On a pu venir directement y greffer en respectant cette charte graphique qu'on avait déterminée avec l'aide de Silverpeas, ce qui est vraiment très homogène. Et donc l'évolution de la plateforme, donc on a vu qu'il y avait d'autres métiers qui pouvaient venir l'intégrer. Ça a vocation à être ouvert à d'autres métiers justement que la partie urbanisme? Alors effectivement, si on identifie un besoin du même ordre, oui, c'est une plateforme qui peut accueillir effectivement d'autres thématiques sur des fonctionnalités similaires. Maintenant, ça peut demander une organisation spécifique. Il nous faut travailler en amont, donc il y a vraiment une phase de réflexion avant de venir intégrer et complexifier une plateforme qui l'est déjà d'une certaine façon, et surtout s'assurer d'une certaine transversalité dans l'administration fonctionnelle de cette plateforme. Aujourd'hui, les deux directions principalement utilisatrices sont dans un domaine fonctionnel proche, habitat et urbanisme, et effectivement ont une bonne cohésion, et la plateforme leur permet justement d'avoir un élément un peu pivot sur lequel s'appuyer, échanger et avoir des méthodes de travail qui se rapprochent. C'est vrai qu'on peut imaginer le transport qui n'est pas si éloigné que ça de l'habitat ou de l'urbanisme, qui pourrait aussi être se greffer sur cette plateforme. Alors effectivement, le transport a des besoins vraiment très très spécifiques, le transport d'usagers, effectivement, avec des outils de diffusion de l'information en temps réel, etc. Et puis aussi par rapport à la contractualisation qu'on peut avoir sur l'entreprise en charge, donc la DSP qui permet de déterminer l'entreprise en charge du transport. En règle générale, la DSP intègre des outils spécifiques pour avoir aussi une efficacité. Là, l'outil est peut-être un peu trop simple pour intégrer ce type d'information en temps réel pour l'usager. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jérémy Turpin pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Et il est temps de retrouver maintenant le dernier invité. Il est temps de retrouver notre invité Hicham Bojouani. Bonjour Hicham. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes le chef de l'incubateur des services numériques à la DINUM, la direction du numérique. Peut-être première question, un peu définir quel est votre périmètre de fonction exact. Alors oui, effectivement, moi je travaille à la direction interministérielle du numérique. Donc c'est une direction qui, comme son nom l'indique, s'occupe de tous les ministères, accompagne tous les ministères dans leur transformation numérique. Et moi je m'occupe au sein de cette direction de l'incubateur. L'incubateur, c'est un endroit où on regroupait des programmes d'innovation, comme le programme Startup d'État, qu'on appelle le programme beta.gouv.fr aussi, et qui est un programme qui va essayer d'accompagner les ministères et les agents publics à lancer des services numériques qui soient utiles, qui soient à impact, qui répondent à des problèmes d'intérêt général. Alors pour des questions de méthode, j'allais dire comment ça marche. Un agent public a une idée, vient vous voir, comment ça se déroule? Alors effectivement, en fait, tous les ans, dans la plupart des ministères avec lesquels on travaille, il y a un appel à
idée, un appel à intrapreneurs en fait. C'est un programme d'entrepreneuriat au sein de l'État. Et donc, par exemple, tous les ans, au ministère de l'écologie, les agents reçoivent un mail qui leur dit vous êtes témoin d'un problème dans votre vie quotidienne, dans le périmètre, votre périmètre professionnel. Vous avez été le témoin d'un irritant dans votre relation avec les usagers, les entreprises, etc., etc. Vous avez une idée de service numérique. Venez la présenter tel jour, telle heure. Et puis, si c'est une idée qui est intéressante pour les priorités politiques du ministère, on la retiendra et on vous donnera l'occasion d'être mentoré, d'être coaché pour investiguer cette idée. Ça, c'est la première phase. Si cette investigation montre que le problème est assez universel et criant pour justifier qu'on mette de l'argent public dans votre solution numérique, on passera en phase de construction. C'est la deuxième phase, ça peut durer quelques mois. La phase de construction, elle vise à lancer le plus rapidement possible une première version pour vérifier qu'en conditions réelles, avec de vrais utilisateurs, le service numérique il sert à quelque chose, qu'il répond vraiment au problème. Si jamais ça marche bien sur ce premier périmètre, on ne va pas aller partout en France tout de suite, on ne va pas traiter tous les cas tout de suite. On va passer en phase d'accélération, si et seulement si l'impact est au rendez-vous. Et donc, cette phase d'accélération, c'est une phase de déploiement à grande échelle. On va aussi consolider le service pour qu'il ait moins de bugs, pour qu'il ait plus de fonctionnalités, pour qu'il réponde à plus de besoins. Et puis enfin, il y aura une dernière étape qui sera la phase de pérennisation où on va accompagner l'administration pour que ce service numérique, on ne le mette pas au frigo en quelque sorte, qu'on continue à l'améliorer, qu'on continue à répondre aux besoins et à être proche des utilisateurs. Et ça, c'est le plus important dans cette démarche, c'est de toujours répondre aux besoins des utilisateurs d'abord. Alors le thème en tout cas de cette webconférence est orienté effectivement sur l'innovation avec un axe sur les usagers. Quand on parle justement d'innovation à travers ces incubateurs, est-ce que vous avez des exemples à partager concernant l'amélioration du quotidien des agents ? Alors oui, en effet, les startups d'État, il y en a qui s'adressent aux citoyens, mais il y en a aussi qui s'adressent aux agents. Et je vais vous donner un exemple qui est un exemple assez emblématique pour nous parce que c'est le premier intrapreneur du réseau Betagouv qui s'est lancé sur un service qui s'appelle Démarche Simplifiée. C'est un service qui aujourd'hui est en phase de pérennisation, donc dans la 4e phase. Donc c'est un service qui est assez mature et c'est un service qui lutte en fait contre les formulaires CERFA qui pullulaient au sein de l'administration et qui causaient aux citoyens de devoir chercher des pièces justificatives un peu partout dans les placards, de devoir envoyer ces formulaires par CERFA, par courrier, etc., etc. Donc c'était très compliqué pour les citoyens, mais c'était aussi très compliqué pour les agents en fait, parce qu'ils devaient traiter de la paperasse. C'était pas toujours facile de devoir traiter la masse de pièces justificatives qui leur arrivaient. Et donc Démarche Simplifiée a deux impacts là-dessus. C'est que déjà, en dématérialisant les démarches, ça permet de gérer une masse de demandes et d'instructions de dossiers plus facilement. Il y a une interface d'administration et d'instruction pour les agents publics qui peuvent se partager des dossiers, qui peuvent apposer des notes sur certains dossiers, etc., qui peuvent mieux collaborer ensemble en fait. Et puis, vu que Démarche Simplifiée est connectée avec les autres administrations via des API, on va pouvoir récupérer des pièces justificatives de manière automatique. Alors, ça peut être le quotient familial, ça peut être la déclaration, le revenu fiscal de référence, etc., etc. Et ça va éviter aux agents de devoir traiter toutes ces pièces justificatives. Donc, effectivement, Démarche Simplifiée est un bon exemple d'un service numérique qui change un petit peu la vie des agents publics. Jeanne Bosch-Boigny, vous avez cité un premier exemple de cas d'usage à destination des agents. Est-ce que vous en avez d'autres à partager ? Oui, bien sûr. En fait, dans le service public, vous avez les agents de l'État dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les agents des collectivités territoriales, les agents territoriaux. Et on a créé pas mal de startups d'État qui permettent d'aider ces collectivités territoriales. Alors, un exemple parmi d'autres, c'est le service numérique Aide Territoire, aideterritoire.beta.gouv.fr, qui est un service qui aide les agents des collectivités à trouver les aides auxquelles les collectivités peuvent prétendre. Alors, les aides, elles peuvent venir de l'ADEME quand il s'agit d'aides environnementales. Elles peuvent arriver de la Banque des territoires quand il s'agit d'aides liées au développement économique, par exemple. Elles peuvent venir de la région ou du département. Et en fait, c'était très compliqué pour les agents de s'y retrouver dans ce foisonnement. Aide Territoire, c'est un peu le booking.com des aides. Ça vous permet de tout avoir sur une plateforme et ça simplifie surtout la vie des petites collectivités, celles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des chargés d'études ou des gens qui font de la veille en permanence.
Et alors, sur plein de politiques publiques comme celle-là, on a essayé de créer des services numériques qui permettent d'aider ces agents des collectivités à mener leur mission. On a créé un service qui les aide à lancer des plans covoiturage pour faciliter le covoiturage dans leur territoire. Ça s'appelle le registre de preuves de covoiturage. On a créé des services qui leur permettent de faciliter la prise de rendez-vous en mairie. C'est un peu comme Doctolib, mais pour les agents publics. Ça s'appelle Rendez-vous Solidarité, qui est en train de devenir Rendez-vous Service Public parce qu'on est en train de l'étendre. Et puis, on a aussi créé un service qui permet d'aider les gestionnaires de cantines dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, etc., à mieux gérer leurs approvisionnements pour avoir des approvisionnements plus durables. Parce que vous savez qu'il y a une loi qui impose que dans la restauration collective, il y ait des approvisionnements bio et durables, 50%. En tout, en fleurs. Et donc, c'est très compliqué pour les collectivités de s'y retrouver, de faire leurs calculs, etc., Et donc, on leur a créé un service pour ça. Donc, ouais, il y a effectivement tout un foisonnement de services numériques qui aident les collectivités qui sont en première ligne sur pas mal de politiques publiques et sur pas mal de services publics à mieux faire leur boulot. Alors, agent public territorial, on ne peut pas oublier non plus l'usager ou le citoyen. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques, j'allais dire, politiques ou programmes ou projets qui sont symptomatiques, en tout cas assez représentatifs justement de cette initiative de start-up d'État? Bien sûr, hein, la devise d'ailleurs des startups d'État et de Betagouv, c'est de dire qu'on essaye surtout de servir les utilisateurs, et parmi les utilisateurs, il y a les citoyens et les citoyennes, donc c'est fondamental pour nous. Et on a effectivement quelques services numériques qui ont atteint une très forte notoriété, un très fort impact. À l'éducation nationale, par exemple, on a créé la plateforme de certification PIX, pix.fr. Alors, si vous avez des enfants au collège et au lycée, vous connaissez forcément PIX parce que c'est la plateforme qu'ils sont obligés d'utiliser en fait pour faire leur certification numérique. Alors, il y a quand même une innovation derrière PIX parce que bon, on parle d'évaluation, ça peut paraître un petit peu dur comme sujet, mais en réalité, PIX, c'est assez intéressant parce qu'on autorise aux jeunes, on autorise à la personne qui passe l'évaluation, on lui autorise l'utilisation de son ordinateur pour aller sur Google, faire des recherches, aller sur Wikipédia, etc. Parce que l'objectif, c'était justement de lui apprendre à utiliser ces outils numériques. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi parce que ça touche quasiment tous les jeunes, ça a quasiment créé une génération Pass Culture, donc c'est le Pass Culture qui a été lancé au national en 2021, ça repose sur une application. Et cette application, c'est très intéressant parce qu'on l'a fait évoluer en permanence en fonction des retours des jeunes qui l'utilisent. Donc, pour rappel, le Pass Culture, c'est l'application qui donne un portefeuille virtuel aux jeunes de 18 ans d'abord, mais aujourd'hui de 17, 16 ans également, et qui permet aux jeunes d'avoir accès à une offre culturelle. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être des livres, etc. Là, récemment, on a encore réuni des jeunes autour du Pass Culture pour leur demander ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait ajouter sur ce pass. Alors, ils nous ont dit ça serait pas mal qu'on puisse nous-mêmes rajouter de l'argent, notre argent de poche, sur le Pass Culture pour pouvoir profiter des offres sur le Pass Culture, en plus de l'aide qui est octroyée par l'État. Donc, on va voir si on va reprendre ces retours pour améliorer l'application. Alors, vous disiez justement amélioration continue, il y a aussi le passage à l'échelle. Comment on fait justement pour accompagner ces projets et les monter en gamme et les monter en puissance? En fait, on s'est un petit peu inspiré pour Betagouv de ce qui est fait dans des incubateurs privés, où en fait, dans un incubateur privé, vous allez avoir un foisonnement d'innovations qui vont avoir un petit impact sur tel sujet, etc. Nous, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il y a plus de 200 startups d'État en portefeuille. D'où on a un boulot à la direction interministérielle du numérique, c'est de détecter les pépites, celles qui ont un potentiel d'impact qui font qu'il faut qu'on accompagne leur passage à l'échelle. Et donc, en 2019, on a créé un fonds d'investissement, ça s'appelle le fonds d'accélération des startups d'État, le FAST pour les intimes. Et ce FAST, il nous permet, tous les 6 mois, d'octroyer une enveloppe budgétaire et de l'accompagnement avec des experts en accélération à des produits numériques, à des services numériques qui ont beaucoup de potentiel. Et donc là, récemment, on a lancé la 13e édition
de ce fonds d'accélération des startups d'État. Et on a détecté des services numériques qui viennent du ministère de la Justice, du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Culture, du ministère de la Cohésion des territoires, qui nous ont paru intéressants, qui nous ont paru avoir du potentiel, et on les accompagne maintenant pour ce passage à échelle, à la fois pour structurer leur équipe et à la fois pour définir des indicateurs d'impact qu'on va pouvoir suivre avec eux. Hicham Bojwani, peut-être dernière question concernant j'allais dire l'évolution et un petit peu les projets à venir justement de ces startups d'État. Alors, dans les évolutions, je dirais qu'il y a peut-être deux axes fondamentaux. Le premier axe, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que cette innovation qui vient du terrain, c'est vraiment au cœur des startups d'État, l'idée d'aller chercher les irritants, les problèmes dans la relation entre les citoyens, les agents et l'administration sur le terrain. Et bien ça, on va essayer de le mettre au service des grandes orientations, des politiques prioritaires de ce gouvernement, le plein emploi, l'égalité des chances, la planification écologique, la santé des Français, etc. On va essayer de trouver des nouveaux sujets qui correspondent à ces priorités pour à la fois avoir le soutien, le sponsorship en quelque sorte, du haut de la hiérarchie, des ministres, des directions d'administration, mais aussi pour avoir le feedback terrain, les apports des agents publics qui sont sur le terrain, ces fameux intrapreneurs. Et justement, le deuxième axe, c'est la valorisation de ces 10 intrapreneurs, parce que ces agents publics intrapreneurs sont un peu hors des sentiers battus. Ce ne sont pas des gens qui font une carrière classique dans l'administration. Ce sont des gens qui se disent à un moment donné, ah bah tiens, j'ai une idée, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas forcément dans mon métier, parce que souvent, ça va être des profs, on a eu un intendant de lycée qui a été intrapreneur une fois, on a eu des agents publics qui sont habituellement dans leur bureau ministériel, on a eu des conseillers Pôle emploi. Ces gens-là, ce n'est pas des gens qui connaissent le numérique a priori. On les accompagne côté DINUM, côté direction interministérielle du numérique, avec de l'expertise, de l'accompagnement en coaching, des formations. Ces gens-là, il faut les valoriser, et donc on a créé un parcours de certification. La DINUM peut donner aujourd'hui une certification officielle qui valorise la compétence de conception de services numériques pour ces intrapreneurs. Et l'idée derrière, à travers cette certification, qu'on a lancé tout récemment, on a certifié des premiers intrapreneurs très récemment. L'idée, c'est vraiment de les aider à faire carrière sur ces métiers du numérique, parce que l'État manque de compétences numériques, on le sait. Et donc l'idée, c'est que ces personnes-là qui ont une expérience concrète puissent un petit peu avoir une carrière dans les autres enjeux numériques de l'État. Peut-être toute dernière question, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Je sais que vous travaillez aussi sur ça. C'est aussi la vocation j'allais dire de l'incubateur, de défricher aussi des nouvelles technologies de ce type-là? Alors, à partir du moment où une technologie ou une méthode peut nous aider à améliorer le service public, c'est vrai qu'on va le regarder de manière avec attention. Après, on ne va pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre démarche, on n'est pas solutionniste. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'idée est de savoir sur quel problème, dans la relation entre les citoyens et l'administration, par exemple, l'intelligence artificielle peut avoir un impact. Alors, cela étant dit, la direction interministérielle du numérique, elle est effectivement investie dans l'investigation de ce que l'administration peut faire avec l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un département au sein de la DINUM qui s'appelle EtaLab, qui en ce moment expérimente tout un tas de choses autour de l'intelligence artificielle. Comment, par exemple, on peut reposer sur des infrastructures souveraines pour faire des LLM, donc des équivalents de ChatGPT souverains, donc open source, etc., qui nous permettent de garder un petit peu la main. Comment est-ce qu'on fait pour aider les agents qui doivent répondre de manière un peu frénétique à des usagers qui leur posent des questions? Comment on fait pour les aider avec l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est aussi un enjeu que la DINUM est en train d'explorer. Donc effectivement, il y a encore pas mal de choses à explorer de ce côté-là pour améliorer la vie des agents publics et améliorer également leur qualité de vie au travail, parce que répondre de manière frénétique comme une machine à des milliers de citoyens, c'est pas toujours facile, quoi.
on est en train d'explorer comment on peut les aider de ce côté-là. Il faut toujours garder quand même le côté humain de l'administration. Ah, bien sûr, hein. Bien sûr, il faut toujours garder le côté humain de l'administration. Après, ce qui est très important aussi, c'est que le numérique, il ne faut pas qu'il remplace l'être humain. Souvent, ce qu'on dit à la DINUM, et on le porte haut et fort, c'est que le numérique, il permet souvent de traiter les 80% des cas les plus généraux, des personnes qui sont à l'aise avec le numérique. Et donc, ça permet de libérer du temps pour que les agents publics qui sont là pour traiter les dossiers les plus difficiles puissent le faire, puissent passer plus de temps sur les dossiers où il y a besoin de plus d'accompagnement humain. Et donc, le numérique est vraiment là, non pas pour remplacer ces agents, mais pour vraiment les outiller, les aider à passer le plus de temps sur des tâches qui ont plus de valeur. Merci Hicham Bojwani pour cet éclairage autour des programmes de start-up de l'État. C'est toujours très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était avec plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine conférence LMI sectorielle qui sera consacrée normalement à l'industrie.